Allez, bonjour, c'est parti pour un nouveau numéro de Valeurs Ajoutées sur Boursorama. Aujourd'hui, on vous parle du secteur bancaire qui a été volatile, c'est le moins qu'on puisse dire, depuis le début de l'année. Bonjour Thibault. Bonjour David. Alors, jusqu'à présent, déjà, on peut le dire, dans cette guerre en Ukraine, il y avait cette peur au début qu'éventuellement il y ait un problème sur une banque. Pour l'instant, il n'y a pas eu de pète sur une banque. Non, donc en voilà, effet. déjà. Il n'y a pas eu de pète sur une banque, mais tout simplement parce que l'exposition en fait, directe du secteur bancaire européen à la Russie est assez modérée. Elle est assez facile à mesurer, elle est concentrée sur certaines banques qui ont des filiales en Russie, plus des prêts à des entreprises russes. Mais disons que l'exposition totale des banques européennes à la Russie, c'est 70 milliards. Le chiffre peut paraître important en absolu. Oui. En vrai, c'est 5% de la base de capital du secteur bancaire européen. Voilà. Certaines banques sont plus impactées que d'autres. On pense notamment, évidemment, à Société Générale, Unicredit, par exemple, qui ont des filiales en Russie, mais qui ont été présentes en fait, dans ce pays depuis 15 ans. Donc, qui sont déjà passées par plusieurs crises. Que ce soit le défaut de la Russie en 1998, l'annexation de la Crimée en 2014 et les sanctions qui en avaient découlé. Donc, en fait, ces banques-là ont géré leur exposition. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de financement intragroupe. Disons que l'exposition est limitée finalement au capital qu'elles ont dans ces filiales. Et si elles étaient amenées à le marquer à zéro et à rendre les clés à l'État russe, ça et on n'en est pas là. On n'en est pas là, c'est le scénario du pire. Et dans ce scénario du pire, ça leur coûterait entre 50 et 150 points de base de capital, ce qui est en fait assez modéré. Ok, mais sinon sur ce cocktail, cet impact, encore une fois, que cette guerre en Ukraine a sur les banques, il faut comprendre... Il y a un ralentissement économique parce qu'il y a plus d'inflation. Au global, au-delà de ce qui se passe encore une fois en Ukraine et en Russie. Et donc pour des banques, s'il y a, les taux remontent, s'il y a peut-être moins de demandes de crédit, donc c'est peut-être moins bon pour elles, moins de demandes de crédit, des baisses de commissions en gestion d'actifs, puisque les marchés, même si on commence à remonter, ils ne sont pas non plus excessivement florissants. Peut-être le coût du risque aussi, provisionner, je ne parle pas de provisionner sur la Russie ou sur l'Ukraine, mais provisionner sur leurs activités ailleurs en Europe. Donc tout ça, en se cumulant, n'est pas un cocktail super sympa, quoi. Non, en effet, évidemment, c'est la grande question, c'est les effets à moyen, long terme de cette crise, de cette crise en Russie et en Ukraine. C'est vrai qu'on sait déjà que ça a un impact inflationniste à court terme, notamment sur les prix de l'énergie, que ce soit le gaz ou le pétrole. On sait que ça aura un impact sur la croissance. Les prévisions de croissance ont déjà commencé à être revues à la baisse, que ce soit par la BCE, par le FMI. Donc tout ça, c'est un environnement qui n'est pas forcément favorable au secteur bancaire. Alors qu'il l'était quand même en début d'année. Alors il faut se rendre compte de la différence tous les voyants étaient ouverts. Tous les voyants étaient ouverts en début d'année. C'est vrai que là, disons que c'est pas forcément un changement de paradigme, mais on peut se poser des questions. C'est vrai qu'une moindre croissance, ça veut dire moins de volume de prêts, en tout cas moins de demandes, moins de volume de prêts. Ça veut dire aussi moins de revenus de commission, parce qu'il y a beaucoup de banques qui ont des activités de gestion d'actifs, de banques privées, qui vont être soumis aux fluctuations de marché. Ça veut dire potentiellement moins d'actifs sous gestion, pas de frais de performance, au vu de la volatilité des marchés et de la baisse qu'on a depuis le début de l'année. Donc c'est un chiffre d'affaires qui, a priori, est revu à la baisse. Le deuxième point, évidemment, où on a un impact qui peut être assez important, c'est sur les prévisions pour perte de crédit. On sait qu'au vu des premières indications, on se doute que certains groupes peuvent être en difficulté. Ça peut être certains secteurs qui sont extrêmement consommateurs en termes d'énergie, que ce soit le secteur manufacturier, production de papier ou autre, des secteurs liés au transport notamment, qui vont être, eux, un petit peu plus impactés par la hausse du pétrole. Ça peut amener certains groupes, justement, à être un peu plus en difficulté, et donc les banques à revoir leurs provisions en tout cas en termes de détérioration de qualité d'actifs, de revoir un petit peu à la hausse leurs provisions. Maintenant, nous, on pense que les banques sont quand même très bien outillées pour faire face à ces chocs-là. La question, évidemment, c'est l'amplitude de l'impact négatif sur la croissance de la situation actuelle qui peut être amenée à revoir les provisions à la hausse. Ce qui était fait par la deuxième banque allemande, la Commerzbank, a prévenu que ses prévisions de profit pour cette année, pour 2022, seraient affectées par le conflit. Donc on se dit, est-ce que c'est annonciateur de ce qui attend pour le reste du secteur, à une échelle différente en fonction effectivement des banques, mais parce que toutes ne sont pas logées à la même enseigne, mais les croissances bénéficiaires seront moins bonnes pour les banques en 2022 que ce qui était prévu, c'est ça en fait. Mais je dirais qu'il faudrait remettre les choses dans le contexte, c'est-à-dire qu'on sort d'une année 2021 avec des résultats records, tous les voyants sont ouverts sur les bilans bancaires, on était vraiment dans un scénario positif de reflation, de croissance assez soutenue, des réserves de provisions qui pouvaient être amenées à distribuer, une courbe de taux qui serait plus favorable du fait des remontées de taux, un peu de pontification aussi. Donc on avait vraiment ce scénario où tous les voyants étaient ouverts. Donc évidemment, on est amené à revoir ce scénario. Maintenant, la hausse des provisions, si l'impact sur la croissance reste modéré et qu'on rentre plutôt dans un scénario un peu plus de stagflation avec une croissance assez faible, il y aura des reprises de provisions derrière, c'est ça? Disons qu'en fait, les banques ont des coussins de sécurité. Ces provisions qui avaient été passées pour le Covid, les banques, en fait, bien
leur en a pris, les ont gardés au bilan. Alors que tous les indicateurs leur disaient de les reprendre et de les distribuer. Donc en fait, on a une réserve de provision de 25 milliards actuellement dans le secteur bancaire. Par rapport aux fameux 5 milliards dont on a parlé déjà à l'exposition russe. Non, l'exposition russe, c'était combien? C'est 70 milliards d'exposition russe. Mais disons que ces 25 milliards, c'est en fait à peu près une demi-année de provision, je dirais, dans un scénario classique. Qui sont là comme coussin de sécurité. Exactement. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de les passer au PNL. Ça veut dire que ça n'entraîne pas de pertes supplémentaires. C'est vraiment un coussin qui peut être utilisé pour de potentielles pertes liées à ces conditions macro qui se détériorent un petit peu. Donc dans cette configuration de ralentissement économique qui va peser évidemment sur les résultats des banques, elles restent bien outillées pour faire face à tout ça? Pour nous, oui. On est, si on regarde les principaux ratios, les ratios de solvabilité sont à leur plus haut historique, largement au-delà des minima réglementaires. La qualité d'actifs, on a eu une crise du Covid finalement sans défaut. Donc en fait, les ratios de créances douteuses ont continué de baisser, s'établissent actuellement entre 2 et 2,5% pour le secteur bancaire, ce qui est son point bas depuis 15 ans. Il n'y a pas de risque de liquidité dans le système bancaire actuellement. Et en plus, on a une espèce de sécurité avec ces prêts TLTRO de la Banque centrale qui pourraient être prolongés si le besoin sont... Très à long terme de la part de la Banque centrale, à taux négatif toujours? À taux négatif, moins 50 points de base jusqu'à moins 100 points de base. Comme sympa, parce que ça fait déjà 50 points de base de marge, même si elle prête à zéro. Voilà, donc le risque de liquidité, il n'y a pas de risque de liquidité actuellement dans le secteur bancaire. Donc en fait, on a vraiment toutes ces marges de manœuvre qui vont nous permettre d'absorber ce choc. Et donc en termes de valorisation, est-ce que c'est toujours bradé? Parce que le secteur bancaire, ça fait très longtemps qu'il est faiblement valorisé. Voilà, est-ce qu'il y a un rebond? Qu'est-ce qui pourrait entraîner éventuellement un rebond? Parce qu'il faut se rappeler, je ne sais pas si on a les chiffres, mais en début d'année, le secteur qui a le plus monté, enfin depuis un an même, c'était les banques. C'était les banques. On se demandait s'il fallait pas se renforcer sur le secteur bancaire. On a fait plus 40% l'année dernière sur le secteur bancaire. Au début d'année, durant le mois de janvier, on a continué de grimper assez rapidement. On était à plus 15% à un moment en janvier. Là où le CAC faisait du plus 5, plus 7. Oui, on avait une surperformance notable du secteur bancaire qui était liée justement en fait, à cet environnement de taux et à ces anticipations de hausse de taux qui n'étaient pas forcément d'ailleurs dans les prix en Europe non plus. Et donc, cette surperformance est devenue sous-performance. Exactement. On est passé de plus 15 à moins 23, donc un delta qui était de l'ordre quand même de... Moins 40. Exactement. Moins 40. On était plutôt moins 35, on est remonté à moins 8. Donc là, on est sur un... Moins 8 en défaveur des banques par rapport... Moins 8% depuis le début de l'année, en fait. Là, on est à peu près en fait, au niveau du CAC, donc on a effacé la surperformance qu'on avait depuis le début de l'année, et on est donc sur une amplitude entre le point haut et le point bas, ou en tout cas le point haut et le point actuel, on est à peu près à moins 25%. Finalement... Mais on a effacé aussi la sous-performance. Au rebond, on a effacé la surperformance. Voilà, okay. Mais alors après, c'est toujours des réactions un petit peu épidermiques de marché où les banques sont toujours un petit peu, je dirais, survendues dans les moments compliqués, quand il y a de l'incertitude, notamment sur la croissance. C'est vrai que les banques, comme reflet de l'économie européenne, ont tendance à surréagir. Moins 8, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai l'impression, en tout cas à nos yeux, elles sont là où elles devraient être. C'est-à-dire qu'en fait, entre le point haut et le moins 8, on a à peu près un delta de 23%, donc on est entre 20 et 25%, ce qui est finalement en fait, la moyenne de la baisse du secteur bancaire dans les crises sans récession. Quand on se rappelle le Brexit, c'était moins 22, la crise grecque, c'était moins 24 sur le secteur bancaire. Donc pour l'instant, ce qu'on price dans les valorisations, c'est une croissance. Elles sont au prix. Elles sont au prix. Elles peuvent aller plus haut, elles peuvent aller plus bas, et ça va dépendre de beaucoup de facteurs sur lesquels il reste quand même pas mal d'incertitudes. La durée du conflit, on a eu des signaux positifs sur les négociations. Maintenant, on a été aussi plusieurs fois surpris par les positions russes et par les actions de la Russie. Donc on ne peut pas dire qu'on est sur la fin du conflit. En tout cas, ça serait un petit peu prétentieux de notre part de l'affirmer. Donc ce conflit peut s'enliser. On a évidemment des questions sur l'impact à moyen terme sur la croissance européenne. Pour l'instant, les estimations sont encore assez favorables. Elles pourraient être revues à la baisse. C'est vrai que les prévisions de croissance, pour l'instant, nous semblent un petit peu optimistes. On a évidemment ce risque banque centrale qui était vraiment en retard vis-à-vis de l'inflation. Ça donne pas envie de revenir sur les banques, à vous écouter. Pas forcément, en fait, dans le sens où on a aussi un scénario où ça peut très bien se passer. C'est-à-dire que si les banques centrales réussissent leur numéro d'équilibriste et réussissent un atterrissage en douceur de l'économie, mais en gardant une croissance positive, que l'inflation devient un petit peu plus modérée, ce qui est possible aussi, là, pour le coup, on va retourner sur le schéma un petit peu de début d'année, avec beaucoup de potentiel de hausse. Donc, vraiment, tout est possible. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, elles sont au prix. Elles reflètent le niveau d'incertitude. Elles incorporent déjà beaucoup de mauvaises nouvelles. Ça peut aller plus bas. Mais disons qu'on est, nous, assez confortable avec les niveaux de valorisation actuels. Bon, voilà, merci beaucoup. Explication et point de vue signé Thibaut Douard. Merci Thibaut. Merci David. Valeur ajoutée revient dans quelques jours sur Boursorama.